Derrière le nom de Cécilia Attias se cache une histoire que la France n'a jamais vraiment comprise. Ancienne épouse de Nicolas Sarkozy, elle a occupé, malgré elle, la place la plus observée du pays, celle de première dame. Élégante, mystérieuse et insaisissable, elle a fasciné autant qu'elle a dérangé. Entre les murs de l'Élysée, elle a vécu la solitude du pouvoir, les désillusions d'un amour épuisé et le poids d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Beaucoup l'ont jugée pour avoir quitté un président en exercice. Peu ont compris la force d'une femme refusant de se renier. Aujourd'hui encore, son parcours reste celui d'une rebelle silencieuse, d'une femme libre avant tout. Voici la vérité sur Cécilia Attias. L'histoire d'un cœur qui a préféré la sincérité à la gloire, la liberté à la lumière trompeuse du pouvoir. Avant d'être la compagne d'un président de la République, Cécilia Attias fut avant tout une femme aux racines multiples, marquée par une histoire familiale singulière qui a façonné sa personnalité libre et complexe. Née le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, Cécilia Maria Sarah Isabel Siganer-Albéniz voit le jour dans un environnement où l'élégance et la culture se mêlent à la rigueur. Son père, André Siganer, tailleur de grand talent d'origine russo-juive, fuit la Révolution et reconstruit sa vie à Paris. Sa mère, Diane Albéniz, descendante du célèbre compositeur espagnol Isaac Albéniz, lui transmet le goût de la musique, du raffinement et de la discrétion. Cette double ascendance, l'une venue des steppes de Russie, l'autre des salons madrilènes, forge une personnalité à la fois flamboyante et insaisissable. Enfant, Cécilia n'est pas comme les autres. On la décrit vive, impatiente, d'un tempérament fort, souvent en décalage avec le monde convenu qui l'entoure. Elle étudie au lycée Molière, fréquente les beaux quartiers, mais rêve de liberté. Très tôt, elle comprend que la vie mondaine n'a de valeur que si elle ouvre les portes d'un destin. Elle admire les femmes indépendantes, celles qui décident pour elles-mêmes. Dans les années 1970, cette idée est encore audacieuse. Une femme ne quitte pas son mari, ne parle pas trop fort, ne se met pas en avant. Cécilia, elle, fera tout le contraire. À 20 ans, elle entame une carrière dans la communication et la mode, domaine où son sens de l'image et de la présence font merveille. Son élégance naturelle, sa voix grave, sa manière directe de parler la distinguent dans les cercles où l'apparence est reine. Elle attire les regards mais garde ses distances. Elle sait qu'elle ne veut dépendre de personne, ni d'un homme, ni d'un système. Ceux qui la côtoient à cette époque décrivent une jeune femme déterminée, d'une franchise parfois déroutante. Sous son allure calme se cache déjà une volonté de faire. Cécilia se marie une première fois très jeune, avec Jacques Martin, animateur et figure emblématique de la télévision française. Ensemble, ils ont 2 filles, Judith et Jeanne-Marie. Ce mariage la propulse dans un univers où la célébrité et les caméras deviennent le quotidien. Mais derrière les paillettes, elle ressent un malaise, celui d'être enfermée dans un rôle d'épouse de star. « Je n'étais pas faite pour la lumière des autres », confiera-t-elle plus tard. Ce mariage, malgré la tendresse, se termine. Cécilia quitte Jacques Martin avec la conviction qu'elle doit écrire sa propre histoire. Cette rupture marque le début de sa véritable métamorphose. Elle garde le sens de la loyauté, reste proche de ses filles, mais s'ouvre à une nouvelle vie. C'est dans ce contexte qu'elle croise la route d'un jeune maire ambitieux de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy. Une rencontre déterminante, presque romanesque, qui scellera son destin et fera d'elle une figure incontournable de la Ve République. Mais avant d'être une première dame, Cécilia est une femme d'instinct, curieuse, vive, passionnée. Son entourage la décrit comme magnétique, capable de séduire en un regard, mais aussi de dérouter par son franc-parler. Elle n'aime pas la superficialité, supporte mal la compromission. Cette droiture, héritée de son père, et ce goût de la culture, hérité de sa mère, feront d'elle une personnalité à part dans le cercle politique. Elle comprend intuitivement que le pouvoir n'a de sens que s'il sert une cause, et que la vraie noblesse ne vient pas du titre, mais de la sincérité. Dans les années 1990, alors que Paris s'agite au rythme des ambitions politiques, Cécilia choisit une voie singulière. Elle s'engage dans la communication institutionnelle, apprend les codes du langage politique tout en restant farouchement indépendante. Ce mélange d'élégance, d'intelligence stratégique et de sensibilité en fait une femme redoutée et respectée. Mais derrière cette assurance, il y a aussi une fêlure, celle d'une femme qui cherche sa place dans un monde d'hommes. Le pouvoir attire, fascine, mais enferme aussi. Déjà, Cécilia ressent ce tiraillement entre la vie publique et la quête d'intimité, entre l'image qu'on attend d'elle et la vérité de ce qu'elle est. Une tension qui ne la quittera jamais. Les origines de Cécilia Attias racontent de plus qu'une enfance privilégiée. Elles expliquent la genèse d'une femme complexe, à la fois fragile et forte, romantique et réaliste. Dans ses racines cosmopolites se trouvent les contradictions d'une âme qui refusera toujours les cages dorées. Cette petite fille de tailleur russe et d'artiste espagnol deviendra l'une des figures féminines les plus énigmatiques de la scène politique française. Son destin déjà se dessinait, celui d'une femme qui ne se contenterait jamais d'un rôle imposé.
C'était au milieu des années 1980. Paris vibrait d'ambition, de réformes et de soirées mondaines. Dans les couloirs feutrés de la mairie de Neuilly-sur-Seine, un jeune maire au verbe tranchant, au regard déterminé, attirait déjà tous les regards, Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas encore conquis l'Élysée, mais il rêvait déjà de la France entière. C'est là, dans ce décor où se mêlaient pouvoir et charme, que son destin croisa celui de Cécilia Siganer-Albéniz. Leur rencontre tient du roman. Cécilia, alors mariée à l'animateur Jacques Martin, accompagne une amie à la mairie pour un mariage civil. Le maire célèbre la cérémonie, Nicolas Sarkozy. Un échange de regards, un sourire discret, et déjà quelque chose se passe. Elle le trouve audacieux, brillant, imprévisible. Lui est fasciné par cette femme au port altier, à la beauté grave et naturelle, si différente des mondanités qui l'entourent. Entre eux, une tension immédiate, une attirance évidente, le début d'une relation que rien ne semblait pouvoir arrêter. Pendant plusieurs années, leur amour reste discret. Cécilia quitte Jacques Martin en 1987, assumant publiquement ce que beaucoup auraient caché. Elle ne se cache pas, ne ment pas, même si le scandale éclate. Cette sincérité brutale choque la France bien pensante. Elle devient l'objet des rumeurs, des jugements, des unes de magazines. Mais Cécilia s'en moque. Elle choisit sa vérité. Et dans cette vérité, il y a Nicolas Sarkozy, un homme tout aussi insatiable qu'elle, animé par le même besoin de reconnaissance et de conquête. Ils forment un couple de contrastes, elle élégante et intuitive, lui nerveux, pressé, obsédé par la réussite. Ensemble, ils s'équilibrent. Sarkozy trouve en Cécilia une conseillère, une confidente, parfois même une stratège. Elle, qui n'a jamais voulu d'un rôle passif, devient son appui le plus solide. On la retrouve à ses côtés lors des campagnes, relisant ses discours, modulant ses mots, adoucissant son image. Elle l'aide à se présidentialiser avant même qu'il n'en rêve vraiment. En 1996, après plus de 10 ans de vie commune, ils officialisent leur union. Le mariage civil est célébré en toute discrétion à Neuilly-sur-Seine, loin des caméras, mais la presse s'en empare aussitôt. La nouvelle épouse de Nicolas Sarkozy fait la une. Leur fils, Louis, naît peu après. L'image du couple moderne, énergique et ambitieux séduit une France avide de renouveau. Ensemble, ils incarnent le pouvoir à visage humain. Un couple jeune, amoureux, médiatique, à la fois bourgeois et charismatique. Pourtant, derrière cette façade brillante, le feu couve. Cécilia n'aime pas la foule, les journalistes, les dîners politiques. Elle déteste la mise en scène du bonheur conjugal devant les caméras. Elle reste farouchement indépendante, parfois distante, presque rebelle à son propre rôle. Sarkozy, lui, vit pour l'action, la reconnaissance et la conquête. Ils s'aimaient autant qu'ils s'affrontaient, confiera un proche. Leur couple devient une arène, faite de passion et de tension, de fusion et de silence lourd. À mesure que Nicolas grimpe dans la hiérarchie politique, ministre du Budget, ministre de l'Intérieur, président de l'UMP, Cécilia ressent le poids de plus en plus lourd de la fonction. Elle n'est pas faite pour être Madame Sarkozy, encore moins Première Dame. Son entourage le sait. Elle supporte mal les compromissions, les sourires de façade, les obligations d'image. Elle n'aimait pas le pouvoir, mais elle aimait l'homme qui le détenait, résume un ami proche. Malgré tout, elle reste. Elle l'accompagne, le soutient, participe à sa communication. Elle est à ses côtés dans l'ombre, dans les crises et les victoires, dans les nuits blanches de campagne. Elle comprend les enjeux, analyse les adversaires, sans le pouls de l'opinion. Beaucoup au sein de l'entourage s'accordent à dire que Cécilia a contribué à façonner l'image de Nicolas Sarkozy bien avant qu'il ne devienne président. Elle a cette capacité rare d'allier intuition féminine et intelligence politique. Mais cette fusion intense a un prix. Le couple s'use. L'amour, cimenté par la passion, se fissure sous la pression du pouvoir. Plus l'homme se rapproche de la présidence, plus la femme s'en éloigne. Le futur président rêve d'un destin national. Cécilia, d'une vie normale. Les médias commencent à s'en douter, mais elle garde le silence. Dans les dîners officiels, elle sourit, élégante et droite, mais son regard semble déjà ailleurs. De leur histoire est celui d'un amour qui a grandi dans la lumière avant de s'y brûler. Une union hors norme, à la fois politique et intime, où l'affection se mêlait à la stratégie, la passion au devoir. Cécilia n'était pas une épouse de vitrine. Elle était une femme d'influence, une partenaire d'esprit, une amoureuse indocile. Le pouvoir les a unis, le pouvoir les a séparés. Et pourtant, malgré les blessures et les orages à venir, l'histoire d'amour entre Cécilia et Nicolas restera gravée dans la mémoire collective. Celle d'un couple qui a osé mêler la politique au sentiment et l'intime à la République. La suite, tragique et inévitable, se jouera sous les dorures de l'Élysée. Là où les regards du monde entier n'attendaient qu'une chose, le sourire parfait d'une première dame que tout, au fond, rebutait. Mais 2007. La France célèbre l'élection de son nouveau président, Nicolas Sarkozy. Les drapeaux flottent, les caméras captent chaque instant. La République exulte.
À ses côtés, vêtue d'un tailleur crème, le regard voilé d'une gravité polie, Cécilia Sarkozy entre à l'Élysée. Pour la plupart des Français, elle est désormais la première dame. Pour elle, c'est le début d'un rôle qu'elle n'a jamais voulu jouer. Dès les premières semaines, le malaise s'installe. Cécilia ne supporte ni les cérémonies officielles, ni les protocoles millimétrés, ni le balai incessant des conseillers. Les salons dorés, les réceptions, les photographes, tout cela l'oppresse. L'Élysée est une prison magnifique, mais une prison quand même, confiera-t-elle à une amie. Dans cette cage dorée, la femme libre qu'elle a toujours été étouffe lentement. Elle se sent observée, jugée, enfermée dans une image qui ne lui correspond pas. Elle tente pourtant de donner un sens à ce rôle qu'elle subit. Elle s'implique dans certaines causes humanitaires, s'intéresse aux questions sociales, mais son cœur n'y est pas. Les médias la décrivent distante, froide, insaisissable. Certains l'admirent pour son mystère, d'autres la condamnent pour son absence. Elle n'assiste pas à la plupart des dîners officiels, disparaît souvent de la scène publique, ce qui alimente les rumeurs. Les journalistes guettent chaque geste, chaque silence. On parle déjà de mésentente, de crise conjugale, d'éloignement irréversible. Puis survient l'épisode qui changera tout, la libération des infirmières bulgares détenues en Libye depuis 8 ans. En juillet 2007, Cécilia se rend personnellement à Tripoli pour négocier leur retour avec le colonel Kadhafi. Contre toute attente, sa mission réussit. Les infirmières rentrent à Sofia, libres. La France applaudit. Pour la première fois, le pays découvre une première dame audacieuse, capable de braver les frontières diplomatiques. Ce jour-là, Cécilia n'est pas seulement l'épouse du président, elle est actrice de l'histoire. Mais ce triomphe éphémère ne suffit pas à combler le vide. Derrière le symbole, la fracture intime s'aggrave. Nicolas vit à 100 à l'heure, grisé par le pouvoir, happé par ses nouvelles responsabilités. Cécilia, elle, se retire, elle refuse les codes, fuit les journalistes, multiplie les absences. Son silence devient une déclaration d'indépendance. « Je ne me reconnais pas dans cette vie », confiera-t-elle plus tard. À mesure que les mois passent, leur couple s'effrite. La distance devient gouffre. Les conseillers du président le voient bien. Cécilia n'est plus là, ni physiquement ni moralement. Les rares fois où elle apparaît en public, son sourire semble forcé. Les photos ne trompent pas. Son regard, ailleurs, trahit tout. Elle ne partage plus les ambitions de son mari, encore moins son goût du pouvoir. Elle aspire à autre chose, à la paix, à la vérité, à une vie qu'elle choisirait enfin. L'été 2007 marque le point de rupture. Cécilia s'éloigne, quitte parfois l'Élysée sans prévenir, se réfugie dans la discrétion absolue. Les rumeurs s'intensifient. Certains journaux évoquent une liaison, d'autres une dépression. L'entourage présidentiel se tait par respect, par prudence, peut-être aussi par peur. Dans les couloirs feutrés du palais, on murmure que la première dame a déjà fait ses valises. Et puis, le 18 octobre 2007, la nouvelle tombe. Le président et son épouse divorcent, à peine 5 mois après l'élection. Une première dans l'histoire de la Ve République. Cécilia quitte l'Élysée comme elle y était entrée, sans un mot, sans larmes, sans faux semblants. Elle laisse derrière elle les ors de la République, les gardes républicains, les conseillers, les caméras. Elle s'en va avec la dignité des femmes qui ont trop attendu qu'on les comprenne. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un séisme politique. Pour elle, une libération. Beaucoup la jugent dure, d'autres la comprennent enfin. Elle n'a pas quitté un président, elle a quitté un homme, une vie qui ne lui appartenait plus. Dans les semaines qui suivent, elle disparaît des radars médiatiques. Pas d'interview, pas de confidence, seulement un silence immense, presque religieux. Un silence que la France, fascinée, interprète à sa manière. Ce divorce, plus qu'un événement privé, est un acte symbolique. Il marque la fin d'une illusion, celle d'une femme qu'on croyait faite pour le pouvoir, alors qu'elle n'aspirait qu'à l'amour et à la sincérité. Derrière la façade du scandale se cache une vérité bien plus humaine. Cécilia Sarkozy n'a jamais voulu être reine, seulement être elle-même. Et c'est justement cette authenticité, ce refus du rôle imposé, qui fera d'elle une figure à part dans la mémoire collective française. À travers son départ de l'Élysée, elle incarne le courage d'une femme qui ose dire non. Non aux mensonges, non à la façade, non à la gloire vide. Marque la fin d'une époque. Mais pour Cécilia, c'est aussi un recommencement. Car au moment où la France la croit brisée, un autre homme entre dans sa vie, un homme qui va lui redonner le goût du calme, du respect et du bonheur simple. Richard Attias. Quand tout semblait s'effondrer, Cécilia a choisi le silence et la fuite. Elle quitte la France, les médias, les dorures et le vacarme. Elle veut respirer, se reconstruire, se retrouver. Ce départ, qu'on présente alors comme un scandale, est en réalité une délivrance. Car dans cette solitude volontaire, une nouvelle histoire commence. Loin de Paris, loin de la politique, elle retrouve l'amour auprès d'un homme discret, intelligent et profondément libre. Richard Attias. Homme d'affaires d'origine marocaine né à Fès, Richard Attias est le contraire exact de Nicolas Sarkozy.
Producteur d'événements internationaux, stratège de la communication mondiale, il œuvre dans l'ombre du pouvoir sans jamais chercher les caméras. Il connaît les codes des chefs d'État, des dirigeants et des grandes institutions, mais préfère rester invisible. Ce qu'il partage avec Cecilia, c'est le goût de la discrétion et la fatigue du spectacle. Ensemble, ils vont apprendre à vivre sans prouver. Leur rencontre ne doit rien au hasard, ils s'étaient croisés dans le cadre professionnel bien avant l'élection présidentielle. À l'époque, elle avait été impressionnée par son calme, sa maîtrise, son humour subtil. Lui, par sa franchise et cette élégance naturelle qui ne cherche pas à séduire. Après le divorce, leurs chemins se recroisent à New York, ville refuge pour les âmes en quête de renouveau. Là, dans le tumulte anonyme de Manhattan, loin des jugements français, leur histoire reprend souffle. Pour la première fois depuis longtemps, Cecilia cesse de se défendre. Avec Richard, elle n'a rien à prouver, rien à jouer. Il ne lui demande ni d'être première dame, ni de briller. Il l'écoute, la comprend, la protège sans l'enfermer. Ensemble, ils construisent une relation fondée sur la confiance et la maturité. En mars 2008, moins d'un an après son départ de l'Élysée, ils se marient à New York dans une cérémonie intime entourée de leurs proches. Pas de protocole, pas de faste, seulement deux âmes qui décident de recommencer. Cecilia Attias devient une autre femme. Elle prend le nom de son mari, s'installe entre New York, Dubaï et Marrakech et s'éloigne du tumulte politique. Fini la course à l'image, fini la peur du jugement. Elle découvre la sérénité d'une vie choisie, loin des micros et des projecteurs. Là où d'autres voient une fuite, elle y trouve une renaissance. « J'ai quitté la scène pour redevenir moi-même », confiera-t-elle un jour. Avec Richard, elle partage plus qu'une histoire d'amour, une vision du monde. Ensemble, ils créent la Cecilia Attias Foundation for Women, une organisation dédiée à la défense des droits des femmes, à la promotion de l'éducation et à l'autonomie économique. Cecilia s'y investit avec passion. Elle voyage, organise des forums, soutient des initiatives locales. Ce n'est plus la femme de l'ombre d'un président, mais une femme d'action à part entière, fidèle à ses valeurs. Elle réapprend aussi à être mère, femme, amie. Ses relations avec ses enfants s'approfondissent. Elle cultive un cercle restreint, se protège des curieux, privilégie la sincérité. Ceux qui la connaissent aujourd'hui parlent d'une femme apaisée, mais qui n'a rien perdu de sa force. Elle est comme une lionne, calme, mais toujours prête à bondir si on la trahit. Confie une proche. Le couple Attias fascine par son équilibre. Richard, souvent en déplacement, reste un pilier. Cecilia, elle, cultive la discrétion, refuse les interviews inutiles, et lorsqu'elle parle, c'est toujours avec mesure. Leur union, loin du tumulte parisien, repose sur une complicité silencieuse. Ils savent ce que le monde attend d'eux, mais choisissent de vivre à contre-courant, ensemble, mais à l'abri. L'amour qu'elle vit avec Richard Attias n'a rien du conte de fées médiatique. C'est un amour adulte, forgé dans l'épreuve où chacun respecte les cicatrices de l'autre. Richard m'a appris à ne plus me justifier, aurait-elle confié à un ami. En lui, elle trouve cette stabilité que le pouvoir lui avait volée. Un amour sans décor, sans ambition cachée, sans public. Petit à petit, Cecilia s'efface des tabloïds, au point que beaucoup se demandent ce qu'elle est devenue. Mais cette absence est son choix le plus fort. Elle préfère le silence à la mise en scène, la sincérité à la reconnaissance. Elle vit dans la vérité qu'elle s'est choisie, loin des images imposées. À travers cette nouvelle vie, Cecilia Attias a prouvé que l'on pouvait tout perdre. Prestige, rôle, statut, et tout regagner autrement, par la paix intérieure. Sa relation avec Richard n'a rien d'un repli, c'est un acte de résistance face à un monde qui exige que les femmes justifient chacun de leurs choix. Aujourd'hui encore, quand on évoque son nom, certains pensent à l'ex-première dame insoumise, d'autres à la femme d'affaires élégante qu'elle est devenue. Mais ceux qui l'ont connue savent. Cecilia Attias n'a jamais été l'une ni l'autre, elle est simplement restée fidèle à ce qu'elle a toujours été, une femme qui ne se laisse enfermer dans aucun rôle. Les années ont passé. Cecilia Attias a désormais quitté depuis longtemps les pages politiques et les flashs des photographes. À 67 ans, elle mène une existence paisible entre New York et Marrakech, loin des intrigues de la République. Pourtant, son nom continue de susciter curiosité et fascination, parce qu'elle reste l'une des rares femmes à avoir osé tourner le dos au pouvoir suprême, à refuser la gloire pour une vérité intime. Aujourd'hui, elle assume tout, sans amertume, sans justification, mais avec cette lucidité tranquille qui n'appartient qu'à ceux qui ont survécu à eux-mêmes. Lorsqu'elle évoque son passé, ses mots sont simples, directs, sans détour. « Je n'ai pas quitté un président, j'ai quitté un homme ». Cette phrase, prononcée avec calme, résume tout. Elle ne cherche pas à effacer l'histoire, mais à la replacer à sa juste mesure. Derrière les rumeurs, les jugements et les interprétations, il y avait simplement une femme en quête de vérité, prisonnière d'un rôle qui n'était pas le sien. Elle ne renie rien, ni son mariage, ni son engagement, ni les années passées auprès de Nicolas Sarkozy. Mais elle refuse de se définir par ce chapitre seul.
Je ne veux pas qu'on me réduise à ce que j'ai quitté. Je veux qu'on voit aussi ce que j'ai construit. Ce qu'elle a construit justement est solide. À travers la Cecilia Attias Foundation for Women, elle a donné une nouvelle direction à sa vie. Elle travaille à soutenir les femmes entrepreneurs, à promouvoir l'éducation, à encourager celles qui veulent s'émanciper. Loin des podiums du pouvoir, elle agit dans la discrétion avec une efficacité que beaucoup saluent. Ses interventions dans des forums internationaux, ses discours sobres et inspirants montrent une femme engagée, apaisée, débarrassée de la peur du regard des autres. Elle a troqué la lumière artificielle contre la clarté de l'action. Mais cette sérénité s'est gagnée au prix de nombreuses blessures. Cecilia le sait, la liberté a un coût, celui de la solitude d'abord. Car quand on quitte le pouvoir, on quitte aussi le cercle des courtisans, des opportunistes, des amitiés intéressées. Le silence après l'Élysée est brutal mais libérateur, confie-t-elle un jour. Puis vient le prix de la mémoire, être sans cesse ramené à ce qu'on fut. Les médias la rappellent à l'ordre du passé, les biographies la citent sans la comprendre. Pourtant, elle ne s'en défend plus. Elle laisse les autres parler, consciente qu'aucune histoire n'appartient vraiment à celle qui la vit. Sa relation avec Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, semble apaisée. Ils partagent un fils, Louis, et des décennies d'histoire commune. Le temps a poli les rancunes, effacé les blessures visibles. Nous avons chacun trouvé notre chemin, dira-t-elle simplement. Elle sait ce qu'ils se doivent mutuellement. De l'admiration, peut-être même une forme d'amitié distante. Elle ne renie ni l'amour, ni les disputes, ni les larmes. Tout cela, dit-elle, faisait partie du prix à payer pour devenir soi. Lorsqu'on lui demande si elle regrette son départ de l'Élysée, elle répond sans hésiter « Non, je n'aurais pas pu vivre autrement, j'aurais menti à tout le monde, y compris à moi-même. » Ces mots résonnent comme un manifeste. Dans un monde où tant de femmes se sont perdues dans les apparences, elle a choisi la vérité, même si elle blesse. Ce n'est pas de la fierté, mais de la cohérence. Une forme d'honnêteté rare, presque dérangeante, dans un univers où la communication a remplacé la confession. Cecilia Attias n'a jamais voulu être une héroïne. Et pourtant, malgré elle, elle l'est devenue, symbole d'une génération de femmes qui refusent de se laisser enfermer par les étiquettes. Première dame, malgré elle, libre par conviction, elle incarne une féminité moderne, consciente, parfois imparfaite, mais toujours sincère. Elle a traversé la tempête sans se renier, et c'est peut-être cela, sa plus grande victoire. Aujourd'hui, elle parle peu, mais quand elle le fait, ses mots portent. À ceux qui la jugent, elle répond « J'ai vécu comme j'ai aimé, avec intensité et sans tricher ». Dans un monde obsédé par l'image, cette authenticité a quelque chose de subversif. Cecilia ne cherche plus à séduire, ni à convaincre. Elle veut simplement être en paix. Et c'est dans cette paix silencieuse qu'elle rayonne désormais, loin de l'Élysée, mais plus proche que jamais d'elle-même. Parce qu'au fond, la vérité de Cecilia Attias est universelle, c'est celle d'une femme qui a préféré la sincérité à la gloire, la liberté à la puissance et la paix du cœur à la conquête du monde. Une femme qui, un jour, a eu le courage de dire non à tout pour enfin se dire oui à elle-même. Et voilà, chers amis, l'histoire bouleversante d'une femme qui a tout eu et qui a tout quitté. Cecilia Attias n'a jamais cherché la gloire, elle a simplement cherché la vérité. Dans un monde où tant de visages se cachent derrière des sourires de façade, elle a choisi la sincérité, même quand elle faisait mal. Elle a refusé la cage dorée du pouvoir pour vivre un amour vrai, une vie simple et surtout fidèle à elle-même. Peut-être est-ce cela, le véritable courage, savoir partir quand tout le monde voudrait qu'on reste. Derrière la première dame insoumise, il y a une femme de chair et d'émotion qui nous rappelle que la liberté a un prix, mais qu'elle vaut chaque larme versée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce portrait sincère, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et surtout, dites-nous en commentaire, auriez-vous, vous aussi, eu le courage de tout quitter pour être enfin libre ?